Bonjour, shalom, salam alaikum. Rendons gloire à Dieu de nous avoir accordé cette journée du mercredi 4 septembre 2019 et tâchons d'en faire du bien. À la technique aujourd'hui, Victor Kwekoku, Michel Tomenga et avec également Jérôme Dakoutia qui s'apprête à mettre l'émission en ligne, aussi bien en son qu'en image, dès que nous aurons fini. Cette émission de revue, de commentaires de l'actualité que nous animons avec les confrères, dont un déjà au studio, Gadiel Tchonyadi de Santé Éducation, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Nous attendons incessamment deux confrères qui vont nous rejoindre très bientôt, mais hier, je vous demandais de prier pour nous, pour que nous ayons une invitée de marque. Elle est là. Elle préside l'une des institutions de la République, la Commission nationale des droits de l'homme, avec la présidente en exercice, Madame Nakpa Polo. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Sass. Merci. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci pour tout l'honneur, le privilège que vous nous faites. C'est pas un jour, c'est pas tous les jours qu'on a le président ou la présidente d'une des institutions de la République dans notre studio. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir pour partager ensemble ce que la CNTH fait. Merci à vous. Merci. Rappelez également que nous avons souvent l'occasion d'avoir des ministres, des directeurs généraux, mais également des présidents d'institutions. Je me rappelle, nous avons eu le président de la HAC, nous avons le président de la Cour suprême, qui était ici au studio une fois. Eh bien, vivement que les autres institutions de la République jusqu'au sommet, suivez mon regard, soient avec nous. Eh bien, nous aurons la revue de presse et l'actualité, les commentaires sur les sujets de ce jour, la santé, bien sûr, et l'actualité sociopolitique. Commençons justement par la santé. Gadiel Tchonyadi, rebonjour. Bonjour. Eh bien, santé éducation paru aujourd'hui, un article que je trouve à la une. Vous nous parlez du potentiel hydrogène qu'on appelle communément le pH de l'eau et des aliments et leurs effets sur notre santé. Gadiel? Tout à fait. C'est un article point, un article comme on ne le trouve jamais au niveau de la presse parce que cela a trait à un phénomène, à une réalité qu'on ignore très souvent. Le pH, le potentiel hydrogène, c'est quoi? C'est un outil de mesure au niveau des aliments, au niveau de l'eau pour constater, bien pour mesurer le niveau du caractère acide de l'eau, bien du caractère basique ou alcalin de l'eau, bien des aliments. Alors, dans cet article, qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons mis un peu ce qu'on peut dire par rapport à une eau alcaline. Une eau alcaline, c'est l'eau recommandée. Aujourd'hui, on nous recommande une certaine quantité d'eau à boire par jour. Mais vous nous rappelez justement la quantité d'eau à boire? vous savez aujourd'hui. Mais c'est toujours bon de rappeler, Gadiel. Oui, il y a plusieurs philosophies. Il y en a qui disent 1 litre 5, 2 litres, 2 litres 5, 3 litres. Ça dépend de. Même jusqu'à certaines pathologies, on demande aux gens de boire 3 litres, 4 litres par jour. Et d'autres qui demandent qu'on boive selon nos besoins. Quand on a soif, on boit. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le caractère de l'eau que nous buvons. Est-ce une eau propre? Est-ce une eau alcaline? Est-ce que l'eau que nous buvons contribue à la santé de nos organes? C'est ça la question. Alors justement, puisque l'article nous recommande de boire une eau acide, pour ne pas dire une eau alcaline avec ses vertus, mais comment reconnaître justement une eau alcaline sur notre marché, Gadiel? Voilà, donc les bouteilles d'eau alcaline sont bien marquées. C'est bien marqué sur cela. Et vous allez lire cela. Aujourd'hui, vous savez, il y a tout un marché qui foisonne autour de l'eau alcaline sur le marché. Mais la réalité que nous apportons, c'est que nous devons faire attention à tout ce que nous buvons comme eau. Nous avons fait des forages chez nous que nous buvons. Est-ce que c'est propre? Nous avons des bouteilles d'eau, des sachets d'eau sur le marché. Est-ce que ces marques d'eau que nous buvons? Donc, dorénavant, faire attention au pH de l'eau que nous allons acheter. Si vous cherchez la bonne santé, le pH de l'eau, c'est-à-dire le potentiel hydrogène de l'eau,
est important pour la santé. Et quel est ce niveau de pH là qui nous est recommandé? À lire dans l'article. À lire dans l'article, mais déjà on peut savoir que si nous buvons une eau alcaline, cette eau a des vertus antioxydantes, super hydratantes, elle est riche en minéraux, elle désintoxifie et nettoie notre organisme, elle est énergisante, et puis d'autres fruits aussi qui sont recommandés, notamment les feuilles de betterave, les épinards, le céleri, l'avocat, le brocoli, le concombre, tous ces fruits qui contiennent des potentiels hydrogène pH intéressants pour notre santé. Nous passons directement à la page 7 avec un article qui doit intéresser les gens qui sont malades des yeux, qui portent des verres comme moi et madame la présidente devant nous. Eh bien, il nous arrive que les yeux nous piquent. Alors, et nous posons des fois des actes pour nous soulager, notamment, nous nous frottons les yeux. Il y a certains même qui se mettent des gouttes dans les yeux. Est-ce que tout cela est bon pour la santé de nos yeux, Gadiel? Il faut faire attention quand il s'agit des yeux parce que c'est un organe très sensible. Vous savez, quand on a des picotements au niveau des yeux, peut-être qu'on est fatigué après avoir passé un certain nombre de temps devant l'ordinateur, ou bien le travail. Donc on est fatigué. Pour certains, c'est d'aller se reposer. Et ça va passer. Mais pour d'autres, peut-être que c'est un signe avant-coureur d'une maladie ou bien d'un problème, d'une maladie qui va arriver au niveau des yeux. Alors, l'article dit, il ne faut pas qu'on continue pas à gratter les yeux ou bien qu'on fasse l'automédication en allant en pharmacie pour dire, bon, j'ai des picotements, trouvez-moi quelque chose pour... Non, 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 c'est pas du tout bien. Quand les picotements continuent 1-2 jours, allez à l'hôpital pour voir un ophtalmologue pour une analyse et puis une prise en charge assez qualifiée. Surtout que quand nous nous frottons les yeux avec nos doigts ou bien avec des mouchoirs pas toujours propres, c'est des lots de microbes. Ça aggrave la situation. Ça aggrave la situation. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes tous servis. Nous allons rapidement à un article qui doit intéresser les enfants, mais surtout les parents. Crier sur les enfants, est-ce que c'est bon, Gadiel? Pas du tout, en fait. Vous avez des parents autour de vous ici, hein? Oui, tous sont les parents, voilà. Donc, pas du tout. Moi, c'est par rapport à l'étude qui est faite, dont nous relevons ici le rapport. Crier sur nos enfants peut entamer beaucoup de choses sur leur santé. D'abord, cela peut briser leur estime de soi, leur personnalité, et puis cela peut atteindre leur santé. On parle même d'une atteinte du cerveau dans l'âge adulte de l'enfant. Donc, je pense que c'est un article intéressant que nous les parents devons lire. Bon, vous savez, en Afrique, c'est notre dada. Crier sur les enfants, attention, cela peut faire de lui même une personne rebelle et il peut arriver à faire le contraire de ce que vous lui demandez. Donc, il y a plusieurs conséquences quand on crie souvent sur un enfant. Crier sur un enfant, comme le cri santé éducation, c'est une forme de violence exercée sur l'enfant et cela peut en outre causer des dommages à long terme sur la personnalité, le cerveau de cet enfant. Santé éducation qui nous recommande d'éduquer nos enfants de manière respectueuse sur les bases de l'amour. Fabrice Pechesi, vous écoutez la recommandation? Oui, bien évidemment, je crois que c'est une vérité, c'est pas bien de crier sur les enfants, surtout ceux qui sont un peu timides. Moi, je suis passé un peu par l'enseignement. Il y a des enfants, déjà à la vue de l'enseignant, ils commencent par trembler. Et donc, pour cet enfant comme cela, quand vous vous mettez à crier sur lui, c'est le comble. Mais au même moment, il y en a vraiment, parfois, par réflexe, vous êtes obligé de hausser le ton. Ce n'est pas souhaitable, mais on peut contrôler ça, mais parfois ça arrive aussi. Il y a certains enfants qui obligent involontairement les personnes, que ce soit les parents ou les éducateurs, à hausser le ton sur eux. Bon, ce qui n'est pas bien pour leur mental. Je retiens que nous sommes incités à éduquer nos enfants de manière respectueuse sur les bases de l'amour et de l'empathie. Et rappelez encore une fois que nos enfants, nous les avons produits avec notre épouse et notre époux sur la base de l'amour. Beaucoup d'articles intéressants, mais on va juste rappeler
cet article à la page 8 avec un nom un peu bizarre pour moi. Vous nous parlez de la disparunie. Alors de quoi s'agit-il? La disparunie. Je pense que, tel que vous le dites, c'est à découvrir. Parce que c'est très intéressant, cet article aussi, que nous recommandons à nos lecteurs, aux auditeurs, savoir ce que c'est important. Eh bien, la disparunie, pour ceux qui vont fouiller dans le dictionnaire, sachez tout simplement que c'est un problème de gynécologie, donc les femmes, à ne pas négliger, d'autant plus que cela peut induire des infections vaginales ou encore de l'endométriose, la cystite interstitielle, des noms vraiment scientifiques, la vulvodynie et bien d'autres choses. Eh bien, mesdames et vos compagnons, lisez cet article à la page 8, surtout les jeunes filles qui franchissent déjà l'adolescence, avec tout ce qu'on peut savoir. Tout à fait. En tout cas, c'est un article pour les femmes par rapport aux infections vaginales. Donc, vous avez déjà annoncé. Je pense que les femmes vont le lire. Les hommes aussi, pour mieux accompagner leurs femmes. Merci. Je rappelle que nous avons l'honneur, le privilège aujourd'hui d'avoir dans ce studio Madame Nakpa Polo, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous allons lui consacrer une bonne partie de cette émission. L'occasion juste d'inviter Fabrice Pechezi à souhaiter joyeux anniversaire à un confrère, Aliru Moru Chakala, qui a 50 ans aujourd'hui. Il est né ici au quartier Nyokonakwe pendant que nous étions encore au village. Voilà ce confrère Aliru Moru Chakala qui célèbre son jubilé de 50 ans aujourd'hui. Fabrice? Oui, c'est un honneur pour moi. Ça, c'est l'honneur pour nous faire de lui souhaiter un joyeux anniversaire à Aliru Chakala, qui était né dans la profession et je crois qu'il a touché les deux domaines, aussi bien la presse publique que la presse privée. Et donc aujourd'hui, je peux dire que c'est des gens qu'on a vus quand on était encore sur les bancs de classe et c'est un honneur pour moi de lui dire joyeux anniversaire au nom de toute la corporation, si je peux me permettre ainsi. Merci Aliru, qui est l'un de nos plus fidèles et loyaux compagnons ici au blog de la presse. Et Aliru, nous vous souhaitons joyeux anniversaire, mais ne nous oubliez pas non plus au déjeuner ou bien au dîner que vous organiserez aujourd'hui. Madame la présidente de la CNDH, c'est une tradition pour nous. Nous démarrons l'émission avec une pensée du jour. Et en votre honneur, nous sommes allés revisiter Desmond Tutu, l'ancien archevêque anglican, grand artisan de la lutte anti-apartheid et défenseur des droits de l'homme s'il en est, qui a dit ceci: le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Notre pays dispose d'une justice censée rétablir tout le monde dans ses droits, mais depuis 32 ans, depuis octobre 1987, nous avons créé la Commission nationale des droits de l'homme, que vous avez l'honneur de diriger aujourd'hui. Eh bien, madame, première question, quels sont les indicateurs des droits de l'homme dans notre pays, le Togo, vous en tant que présidente de la CNDH? Merci, Monsieur Sass. Et permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire aussi à votre confrère Aliru Moru Chakala. Chakala. Demi-siècle, c'est peu, mais c'est beaucoup. Que le Seigneur l'accompagne encore pour lui donner 50 ans de plus. Là, il va franchir 100 ans. Papa, merci. Et je reviens à votre question. Quels sont les indicateurs? Je ne parlerai pas spécialement du Togo, mais d'une manière générale, quand on parle d'indicateurs par rapport aux droits de l'homme dans un pays, moi je pense, à mon humble avis, que c'est d'abord la justice du pays. Comment fonctionne cette justice-là? Les droits de l'homme, la justice est le soubassement des droits de l'homme. Il n'y a pas de droits de l'homme si la justice n'est pas rendue équitablement, n'est pas juste, à mon avis. Donc, c'est d'abord la justice, comment elle est rendue dans un pays. Le deuxième indicateur, c'est la presse. Est-ce qu'il y a une liberté d'expression dans ce pays-là? Ce n'est pas exhaustif, mais je me dis que par rapport à ces deux indicateurs, on doit pouvoir parler
droits de l'homme ou pas dans un pays donné. Merci Fabrice. La réponse de madame doit susciter quelque chose en vous. Hein. Elle estime que parmi les principaux indicateurs des droits de l'homme, c'est la justice, la façon dont elle est rendue dans une société, dont la nôtre ici, le Togo, et également la façon dont les gens s'expriment par la liberté d'expression. Ça doit susciter quelque chose en vous, Fabrice. Oui, bien évidemment, et parlant surtout du second aspect qu'elle a abordé, notamment la liberté d'expression, je crois que généralement, on focalise les attentions sur la liberté de presse qui fait partie intégrante de cette liberté d'expression. Et quand on voit aujourd'hui quand même le Togo en ce qui concerne la liberté d'expression, il y a quelques années, on peut se dire que quelque chose a évolué de façon positive, mais étant journaliste, je reste beaucoup plus accroché au fait que la liberté n'a jamais de limite et que le combat pour la liberté, il faut se battre pratiquement tous les jours, parce que parfois on a c'est des pics, c'est-à-dire qu'on a des renversements de situations où vous voyez sur une certaine période tout va bien et puis patatras, quelque chose se passe et on revient à la case départ. Donc oui, il faut être honnête pour dire quand même qu'il existe une liberté d'expression au Togo, une liberté de presse, même si elle n'est pas à 100%, puisque la liberté ça reste un idéal et qu'il faut toujours continuer par en demander toujours plus en ce qui concerne les libertés, même si celles qui sont là également, on peut se dire que ça va mieux. Merci madame. Je rappelle que la CNDH était créée depuis le mois d'octobre 1987, à l'époque où on disait encore que le Togo était sous dictature de Gnassingbé et Adema. La CNDH a traversé la période de la transition. Elle est toujours là, 32 ans après, que vous avez le privilège de présider aujourd'hui. Alors, voulez-vous nous rappeler le rôle et les missions qui sont dévolues à cette institution? Merci, M. Sass. Et la CNDH, comme vous venez de le dire, est créée depuis 1987. C'est la plus vieille institution nationale des droits de l'homme en Afrique. C'est la toute première en Afrique. Et durant ces 32 ans, la mission qui lui était assignée, c'était promouvoir et protéger les droits de l'homme. Et la CNDH, dans sa nouvelle configuration, donc avec la loi du 20 juin 2018, on lui a donné une seconde mission qui est la prévention de la torture. Donc, de nos jours, la CNDH a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et la prévention de la torture ou autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Merci. Je rappelle, madame, que c'est une tradition, à partir de 12 h, nous allons ouvrir les antennes et les auditeurs pourront intervenir, notamment sur ce qui concerne le débat que nous faisons avec vous sur la CNDH. Alors, voulez-vous continuer pour nous rappeler combien de membres compte la CNDH aujourd'hui et comment est-ce que vous fonctionnez au jour le jour? Merci, M. Sass. La CNDH aujourd'hui est composée de 9 membres permanents. 9 membres permanents, contrairement à l'ancienne CNDH qui comptait 17 membres, dont seulement le président seul était permanent. Aujourd'hui, 9 membres, tous permanents. Et si vous permettez, je vais dire comment ils ont été justement. élus. C'est sur appel à candidature lancé par l'Assemblée nationale. Et là, l'Assemblée nationale a élu les 9 membres le 22 mars dernier. Et les membres ont prêté serment le 16 avril et ont pris effectivement fonction le 25 avril après la passation de service avec l'ancienne équipe. Comment nous fonctionnons? La loi du 20 juin 2018 a créé 2 sous-commissions. La première sous-commission que je dis, c'est la fonction classique, traditionnelle, promotion et protection des droits de l'homme. Avec la ratification de l'OPCAT, c'est-à-dire le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture le 20 juillet 2010, et qui fait obligation à l'État de mettre en place un mécanisme de prévention. Donc la CNDH a maintenant la mission de prévenir la torture.
Donc, il y a 2 sous-commissions, et une qui reçoit les requêtes, fait d'abord la sensibilisation avec la promotion, la protection avec les requêtes que nous recevons et que nous examinons, et la deuxième sous-commission qui fait uniquement les préventions. La prévention de la torture, en quoi consiste cette mission? C'est de visiter régulièrement et de manière inopinée tous les lieux de privation de liberté, tous les lieux sans exception. Et y compris, mais on a donné le pouvoir à la CNDH d'identifier elle-même d'autres lieux, même celles qui ne sont pas citées, si la CNDH pense qu'il y a lieu d'aller visiter tel ou tel lieu. Je donne comme exemple les cultes, les couvents. Vous savez très bien que dans certains trucs on dit qu'on fait libération, on va libérer quelqu'un qui est possédé, donc on l'enferme, on l'enchaîne. La CNDH peut aller aussi dans ce genre de lieux pour s'assurer qu'ils sont bien traités. Donc, tout lieu où vous avez des raisons de penser que les droits de l'homme pourraient être menacés. Oui. Et revenons, si vous voulez, un peu sur la composition. Au terme de la nouvelle loi, vous êtes 9 qui avez déposé vos dossiers sur appel à candidature de l'Assemblée nationale. Mais voulez-vous nous rappeler, au terme de la loi, de quel corps de métier ou bien de quelle couche sociale vous provenez? Et le gouvernement a essayé de respecter le profil que l'OPCAT, c'est le protocole facultatif, a essayé de donner. C'est-à-dire que le protocole a listé un certain nombre de profils. On n'a pas tout pris, mais on a essayé de. Et par rapport à la composition actuelle, il y a comme profil, il y a 2 juristes, quelqu'un de la santé, quelqu'un des sciences humaines, 4 de défenseurs des droits de l'homme et 1 de l'environnement. Voilà, et vous avez parlé de l'autosaisine, donc vous pouvez vous inviter dans les lieux de détention, mais également on peut vous saisir. Et ici, nous avons l'habitude de vous interpeller directement, vous la CNDH, sur des situations de droits de l'homme, mais au terme de la loi, quels sont les mécanismes par lesquels on peut vous saisir, vous la CNDH? La CNDH peut être saisie par 3 modes. La victime elle-même peut saisir la CNDH. Une tierce personne peut saisir la CNDH, y compris la société civile, peut servir, même si elle n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que ça ne la concerne pas, elle peut aussi saisir la CNDH. Troisième mode, c'est que la CNDH puisse s'auto-saisir. C'est sur les 3 modes. Mais la CNDH est saisie par une requête orale ou écrite. Mais il faudrait que la requête soit recevable. Mais pour être recevable, la requête ne doit pas être anonyme. C'est-à-dire qu'elle doit comporter et préciser l'identité et l'adresse de la victime, ou bien de l'auteur de la plainte. Doit aussi spécifier quel est le cas de violation, quelle est la violation qui est commise. Doit préciser le cas. Troisième point, c'est que l'affaire, la violation, l'affaire là ne doit pas être déjà au niveau de la justice. Quand la justice est saisie, la CNDH ne s'en occupe plus. À moins qu'il y a un déni manifeste de la justice. S'il y a un déni manifeste de la justice, là la CNDH peut intervenir, même si c'est au niveau de la justice. Quatrième élément, c'est qu'il ne faut pas contenir des termes outrageants et ou injurieux à l'endroit de l'agent de l'administration ou de l'administration mise en cause. Je précise que normalement la CNDH, enfin normalement la loi fait obligation, c'est uniquement quand c'est privé et administration que la CNDH intervient. J'allais vous demander si j'ai un problème dans ma famille avec mon employeur ou avec un ami comme Fabrice Petiesi, est-ce que sur la base de ces problèmes-là, d'ordre familial, d'être professionnel ou d'ordre amical, est-ce que je peux vous saisir la CNDH? Là, c'est la justice ou autre chose, mais la CNDH n'est concernée que quand c'est un privé
avec l'administration, un agent de l'administration ou l'administration d'une manière générale. Mais entre particuliers, la CNDH ne s'occupe pas. Donc nous jouons un rôle de conseil. On peut nous saisir, mais c'est à nous maintenant d'orienter l'intéressé vers quelle institution elle peut aller. Alors, si nous vous saisissons, ou bien vous-même, quand vous vous auto-saisissez, comment est-ce que vous procédez pour que la victime puisse rentrer dans ses droits? Quand nous recevons une requête, qu'elle soit écrite ou orale, et on met en place, on désigne un rapporteur spécial, ou on met en place un groupe de travail. Le rapporteur ou le groupe de travail étudie, examine la plainte. Maintenant, elle examine elle s'adresse à l'administration ou à l'agent concerné, mis en cause, et là, si on trouve satisfaction, on classe. Si on ne trouve pas satisfaction, là, la loi nous confère le droit de saisir le responsable. Si c'est un agent et on n'a pas pu trouver de solution, on va à son supérieur hiérarchique. Si jusque-là, on n'a pas trouvé satisfaction, on n'a pas pu mettre fin à la violation en cause, la loi nous dit, si ça persévère, on dit que nous pouvons saisir le président de la République, nous pouvons saisir le président de l'Assemblée et nous pouvons aussi saisir la justice. Au cas où on n'a pas pu faire cesser la violation la violation du droit qui est mis en cause. Alors, quand vous saisissez ces instances-là, est-ce que votre travail est fini ou bien vous veillez à ce que l'instance saisie... Nous veillons, parce que nous veillons à ce qu'on ait au moins le résultat. Quel est le résultat? Généralement, ce n'est pas souvent que l'agent mis en cause est fautif. Des fois aussi, dans vos investigations ou dans vos trucs, vous vous rendez compte que, en fait, c'est peut-être que la personne avait droit, mais le délai est passé. Donc, l'autre ne peut pas, l'agent ou l'administration concernée ne peut pas réagir. Donc, en somme, vous veillez à ce que l'affaire arrive à son terme. Nous faisons le suivi. Ça, la loi nous fait obligation de faire le suivi. C'est pour ça que nous savons que ça n'a pas été réglé au niveau de l'agent, ça n'a pas été réglé au niveau de sa hiérarchie, et alors nous saisissons les plus hautes autorités que nous confère la loi. Nous faisons le suivi jusqu'au bout. C'est vrai que nous ne sommes pas juridiction. Nous n'avons pas un pouvoir coercitif, ce n'est pas une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, mais nous devons tout faire pour suivre pour que. Et maintenant, si nous ne pouvons pas, nous nous référons à la justice, qui maintenant va prendre une décision de justice qui, elle doit être respectée. Merci. Je devine que les confrères et les auditeurs doivent avoir des questions à votre endroit. Mais vous avez évoqué tantôt le mécanisme national de prévention de la torture. Au terme de la nouvelle loi également, vous avez évoqué un protocole international. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce mécanisme de prévention de la torture? Le Togo a ratifié en 1987 la Convention contre la torture et autres peines de traitement cruel inhumain. Et après cette convention, les Nations Unies ont pris le protocole facultatif, c'est-à-dire que ça fait ajouter à cette convention. C'est pour ça qu'on dit protocole facultatif se rapportant à la convention. Que dit ce protocole? Demande à chaque État de mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Pour les Nations Unies, c'est qu'il ne faut pas attendre avant de réagir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre qu'on commette la torture ou qu'on commette des mauvais traitements inhumains dégradants avant de réagir. Le mécanisme là, mis en place, recommande à ce qu'on fasse, les États qui ont mis en place ce mécanisme, demandent à l'État qu'il y ait des visites régulières et inopinées, c'est ce que je venais de dire, dans les lieux de privation de liberté.
Le soubassement, c'est en fait du Premier ministre, un garçon de course. Parce que quel pouvoir il a? Quand vous voyez les activités du Premier ministre, il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi beaucoup, à défaut de l'appeler garçon de course, on l'appelle un fusible. Hein, qu'on peut sauter qui peut sauter à volonté. Et n'oubliez pas que Selom Klassou a été mis là, pas que... A été nommé. Selom Klassou a été nommé à ce poste parce que dans le casting, l'argument qui a prévalu, c'est parce que les caciques ont dit, ben lui, il est imbibé dans le système jusqu'au bout des ongles. Et donc, pourquoi vous lui demandez de jouer quel autre rôle? C'est ce qu'il peut faire. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là. Donc moi je faut pas lui en vouloir. Merci. Le Magnan Libéré qui écrit que UNIR est déjà en opération de charme sur le terrain pour la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Le libéral lui aussi écrit que la jeunesse unie se prépare. Dans ce cas, qu'en est-il dans les rangs de l'opposition? La lanterne écrit trahison et ignorance de l'ex-C14 ayant fait de leurs militants un fonds de commerce. Les leaders de l'ex-coalition doivent demander pardon. Autre journal, c'est le Dialogue qui écrit présidentielle 2020. L'opposition reste sceptique sur l'efficacité de ces stratégies. Dunia Le Monde lui écrit présidentielle 2020. Jean-Pierre Fabre garde l'espoir d'une union de l'opposition. Et la fraternité, vous écrivez, quelle inconstance politique de la part de Fabre. Fabrique, plutôt Joël. Oui, quelle inconstance politique de la part de Fabre. Parce que ça, il résonne encore dans nos mémoires, la fameuse phrase de Fabre, eux c'est eux, nous c'est nous. Il n'y aura plus jamais ça, il n'y aura plus jamais d'alliance avec qui que ce soit. Nous allons faire notre route seul. Si quelqu'un trouve que notre philosophie le convient, il peut s'aligner derrière nous, mais pas s'asseoir comment vous l'appelez, à droite égale autour d'une table. Si le même Fabre, le samedi dernier, le 29 août dernier, lors du congrès extraordinaire du parti... C'est le 31 août. Excusez-moi, 31 août dernier, lors du congrès extraordinaire du parti... Les démocrates. Fabre appelle à l'union de l'opposition. On se demande de quelle union il parle. L'union sur laquelle il avait craché hier, lui et ses lieutenants. On se rappelle, ça a fait le tour des réseaux sociaux, les déclarations d'Isabelle Abegavi, qui disait qu'ils n'ont jamais été d'accord sur une union, une alliance électorale, une union de l'opposition. De quelle union Fabre parle? Donc nous trouvons que c'est carrément de l'inconstance politique et il faut le noter comme tel et c'est grave. C'est grave que tantôt tu craches dans la marmite, après tu remets ta langue pour lécher. On se demande en fin de compte où nous mettons. Voilà où nous nous arrêtons aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu avec Madame la présidente de la CNDH qui nous a fait l'honneur, le privilège d'être dans ce studio. Nous lui avons consacré une demi-heure. Vous allez certainement revenir là-dessus. Et également les sujets dont nous avons fait la revue de presse avec les confrères Joël Ega et Fabrice Petiedi. Sans oublier notre monsieur Santé avec nous. Juste une petite pause. Et l'émission s'ouvre sur vous. La parole est à vous sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Vous intervenez par des questions, commentaires, suggestions à l'endroit de la CNDH ou bien des confrères ici dans ce studio. Le premier en ligne, bonjour. Depuis le Danemark. Vous avez la parole. Oui. Oui. Oui.
Mhm. Mhm. Merci l'ami depuis le Danemark. Madame, c'est vrai que l'actualité fourmille des litiges fonciers, Bamako, à Guetelessou, Davier, un peu par-ci, un peu par-là. D'aucuns disent même que nous sommes assis sur une bombe qui peut éclater à tout moment. Vous, la CNDH, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Merci l'auditeur qui vous a appelé du Danemark. Bonjour. Et je venais de vous dire tantôt, les indicateurs, c'est la justice et la presse. Ça fait partie des indicateurs. Et je vous ai dit aussi que lorsque la justice est saisie, la CNDH ne fait plus rien. Or, les cas que vous citez, ce sont des décisions de justice. Donc la CNDH ne peut rien faire par rapport à des décisions de justice. Même si des villages entiers risquent d'être rasés? Oui, mais non, c'est une décision de justice. Pour le moment, c'est la justice. Maintenant, il faut que nous allions. On doit nous saisir ou nous auto-saisir. Maintenant, tel que ça se passe, c'est peut-être nous, en tant que CNDH, demander à voir la décision, si on nous la donne, la décision de la justice, pour voir qu'est-ce qui a été dit. Oui, madame. Merci Gadiel. La question sur l'eau alcaline, j'ai pas bien perçu la question de notre ami du Danemark. Non, oui, bon, il a donné une marque d'eau, d'eau alcaline qui est déjà commercialisée à l'eau Togo, donc c'est ça. Eh bien, nous recommandons de regarder le pH sur les eaux que nous achetons. Merci, l'auditeur en ligne, bonjour. Oui. Oui, votre question ou bien vos commentaires? Mhm. Ensuite, la deuxième question. Merci l'ami. Madame, voilà qui notre ami estime que le gouvernement ne fait pas cas des recommandations venues de l'extérieur. Alors, est-ce que vous estimez, vous, que le gouvernement prêtera oreille attentive et bienveillante à vos rapports et recommandations? Merci, monsieur, pour votre question. Si je dois répondre, je dis peut-être que le gouvernement se dit que c'est l'extérieur. La CNDH a été créée par le gouvernement lui-même. Donc, elle a confié cette mission à la CNDH. Nous supposons que si le gouvernement lui-même a créé, a dit à la CNDH, voilà votre mission, nous osons croire que si nous faisons un bon suivi, peut-être que toutes les recommandations ne seront pas mises en œuvre, mais certaines au moins seront mises en œuvre, puisque c'est le gouvernement lui-même qui a créé la CNDH depuis 1987. Merci. Merci. Eh bien, notre ami est revenu aussi sur le boulevard des armées. Comme nous en avons déjà beaucoup parlé, nous passons plutôt au suivant. Bonjour. Oui. Mhm. En termes de communication, et on sent quand même dans l'engagement
vraiment avoir cette question. Est-ce que, Madame la Présidente, on a vraiment besoin de 6-30 ans ou un longtemps pour pouvoir rapidement trouver des solutions à cette affaire dont la tête déjà assez il y a quelques jours concernant l'affaire des hackers. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un temps pour pouvoir avoir très rapidement pris cette affaire? Madame? Merci beaucoup. Oui, je dirais oui. Parce que les investigations, ce n'est pas facile. Il faut écouter toutes les parties. Le groupe de travail qui est mis en place est à pied d'œuvre. Nous continuons. Ce n'est pas facile. C'est vrai que nous-mêmes, à nos saisissants, on pensait que ça irait très vite. Mais, après là, on se rend compte que ce n'est pas si facile. Il faut écouter toutes les parties. Mais vous êtes déterminé à aller de l'avant. C'est sûr. Nous continuons le travail. Je ne peux pas dévoiler ce que le groupe de travail fait, mais on continue. Et vous estimez, enfin, vous pensez arriver jusqu'à la fin? Nous irons, puisque nous avons promis que nous irons jusqu'à la fin. Nous irons jusqu'à la fin. Mais pour le moment, je ne dis rien parce que le travail continue. Mais un peu de patience. C'est vrai que nous-mêmes, on a cru que ça devrait être rapide. Mais par rapport aux investigations, on se rend compte que c'est plus compliqué. Ce n'est pas que les parties ne coopèrent pas. Hein. Toutes les parties coopèrent. Mais à chaque fois que vous investissez, ça vous amène à autre question de se poser pour dire « Ah, il faudrait qu'on fasse ça aussi. Voilà. Merci. Alors une question, il semble que vous voulez balayer la rue, mais votre maison n'est pas si propre que ça. Il semble qu'avec votre personnel, vous avez quelques préoccupations. Ou bien le personnel plutôt a des préoccupations que vous n'arrivez pas toujours à résoudre, madame. Oui. Il y a continuité de la CNDH. Oui. La nouvelle configuration est venue trouver un problème. Avec le personnel. Avec le personnel. En fait, le problème de personnel, c'est quoi? C'est une question de revalorisation. Sur les rémunérations, c'est ça le problème. Nous sommes venus trouver, hériter de ça. Une équipe est mise en place pour étudier. Il y a un inspecteur même du travail qui a même fait le travail. Maintenant, il faudrait qu'on approfondisse pour voir comment ça va se faire. Merci, vivement que cela se règle au plus tôt. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui. Justin, vous êtes en ligne. Ah, excusez-nous. Je sais, vous nous avez pris en ligne ou bien vous suivez l'émission depuis le début. Nous avons déjà abondamment parlé de ça. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez acquérir la parution Fraternité de ce jour. Oui, bonjour l'ami en ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui, vous êtes en direct. Oui, je vous remercie. C'est monsieur Monsieur Roméo. Roméo. Oui. J'appelle par rapport aux droits de l'homme et pour qui se passe et on peut parler de l'orientation. Je m'intéresse, monsieur Sarr. Un ami qui souffre avant de s'acheter une moto. Et les voleurs viennent prendre cette moto. Il n'a même pas fait une semaine avec cette moto. Hein. Et les voleurs viennent prendre cette moto. On va prendre ces voleurs, après on va de l'interdiction. Pourquoi? Je ne sais pas si le droit de l'homme là vont remettre la moto sur le la plupart de l'interdiction. Voilà, ils vont remettre la moto là à la personne qui est ces voleurs là, ils vont les mettre en prison là, ils vont ramener la moto à la maison. Ça c'est un. Ce qu'on a attrapé avant hier, les 11 personnes qu'on a attrapé là. En fait, le chômage, il y a des majorités des hommes. Les gens sont là, c'est le goal, ils veulent bien faire le grand plus de chômage là. Ils ont eu le masque, il n'y a pas plus de chômage que eux. Mais frère, il faudrait qu'on se dise la vérité. Merci. Il peut rester, je vais l'expliquer. Je vous en prie, je vous en prie. Ma fille est victime de votre moto. Il faut laisser les journalistes de quoi de ces gens. Vous pensez qu'ils veulent les insérer? Les gens sont en train de détruire les gens qui sont en prison. Ils sont en prison, mais ils se trouvent avec téléphone de quoi
madame, vous comprenez toute la frustration de notre ami auditeur. Oui, je comprends toute sa frustration, mais je voudrais lui dire que la CNDH ne dit pas que si une personne a commis une infraction ou un crime, que la justice ne fasse pas son travail. Mais la CNDH est là pour savoir si on a respecté ses droits. En réalité, c'est ça le domaine. Nous ne sommes pas justice pour dire est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il doit aller en prison ou pas. Mais une fois qu'il est en prison, il faut que ses droits en prison soient respectés. Parce qu'à part la privation d'aller et venir, il a tous ses droits. Le détenu a tous les autres droits à part ceux d'aller et venir. Nous nous focalisons sur le fait, nous ne voyons pas les faits. Qu'est-ce qu'il a fait pour être là-bas? Non. Est-ce que, étant là-bas, on respecte ses droits? Merci. Merci. Le dernier auditeur en ligne aujourd'hui, bonjour. Alors, bonjour l'ami. Oui. Oui. Mhm. Merci. Madame, ce que vous faites dans le sens de monitoring des manifestations publiques. Merci beaucoup. Les cas qu'il cite, en fait, c'était pour mettre fin à ces groupements d'autodéfense. Entre-temps, le ministère de la Sécurité avait mis en place en dehors, un système d'observation. En dehors des gens de la police qui maintient l'ordre, il était question que et la CNDH et certaines organisations de défense des droits de l'homme soient là pour veiller. Parce que généralement, quand ça se passe, on se renvoie la balle. Les agents de sécurité disent non, que c'est les manifestants qui les ont agressés. Les manifestants disent que non, c'est les forces de l'ordre qui les ont agressés. Donc on avait mis ce truc observatoire plutôt, pour essayer de voir au cas où ça se passait, pour qu'on détermine qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et je crois que quand c'était mis en place, en ce moment-là, ça s'est bien passé. Merci. Merci. Eh bien, on a parlé de sécurité. Fabrice, je me rappelle que à la page 5 de votre journal, vous êtes revenu sur une cérémonie qui s'est passée à Kara la dernière fois, à savoir 79 nouveaux éléments qui viennent enrichir la police nationale. Oui, bien évidemment, c'était à Kara le week-end dernier samedi précisément, où quand même il y a des commissaires et des officiers de police qui ont prêté serment pour pouvoir entrer en activité. C'est juste une information comme cela. Voilà, 34 nouveaux commissaires et 45 officiers de police qui viennent grossir le camp de la police judiciaire. Également, toujours pour la sécurité, le ministre hier qui est sorti ces derniers jours pour s'élever contre des individus qui s'arrogent le droit de porter des tenues, des policiers, gendarmes, militaires. C'est désormais interdit. Joël les gars, laissons la tenue de police aux policiers, les gendarmes aux gendarmes. Nous habillons-nous en tenue civile pour ne pas créer la confusion. Ça, c'est clair, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. C'est une mesure qu'on devait prendre depuis parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, quand tu vas au grand marché, là où on vend les tissus, ces tenues sont en vogue maintenant. Ça veut dire qu'à différentes couleurs, il y a même, on faisait même, le ministre nous a fait dépenser, on faisait une investigation sur la question pour voir qui est derrière tous ces ballots-là de treillis qu'on vend au vu au vu de tout le monde, pendant que le braquage avance, on ne dit rien. Bon, le ministre a vite fait de réagir. Merci. Vivement qu'on voit ça disparaître sur le marché, que ça ne reste pas derrière, en fait, derrière les étalages, dans les tiroirs, mais que ça disparaît vraiment sur le marché. Merci beaucoup. Alors, j'ai reçu une réaction sûrement du service de la primature qui s'élève contre les termes employés à l'endroit du Premier ministre, qui serait un valet. Alors, l'informateur nous dit que selon la constitution togolaise, le Premier ministre est nommé par le président de la République dans le parti majoritaire. Donc, M. Klassou est du parti uni, qui est la majorité
à l'Assemblée nationale, c'est de droit. Et l'auditeur nous demande d'être plus courtois à l'endroit des personnes et surtout des personnalités de la République. Monsieur Classo ne fait, selon notre informateur, que son travail, selon les cahiers de charge à lui indiqué par le président de la République qui l'a nommé et pas mis là-bas. Donc l'auditeur tient oui, à cela. je suis d'accord pour l'interne courtois, mais je crois que mon confrère disait ici que c'est la Constitution qui a fait de lui. Enfin, c'est pas exclusivement valable pour Classo, hein. Tout être qui sera nommé Premier ministre, toute personne qui sera nommé Premier ministre et avec les mêmes tests jouera le même rôle que le rôle que Classo joue aujourd'hui, à mon avis. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Juste une dernière tradition. Nous recueillons la conclusion de notre invité, Madame Nakpapolo, présidente de la CNDH. Eh bien, cette émission est finie, Madame. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Et bon, si je dois dire quelque chose, c'est que la promotion et la protection et la prévention de la torture nous engagent tous. C'est vrai que la protection est beaucoup plus du domaine de l'État, mais la promotion, c'est de nous tous. Et si ensemble, nous nous engageons à faire la promotion des droits de l'homme, avec la sensibilisation, il y aurait moins de violations des droits de l'homme. Donc, engageons-nous à le faire. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup d'auditeurs souhaitent que toutes les missions d'enquête que vous avez mises sur pied fassent leur travail et que les conclusions nous soient effectivement présentées, Madame. Oui, nous nous sommes auto-saisis 3 fois. La première fois, c'est par rapport au 30 juin où on a dit que on a empêché certains d'aller faire les observations. Nous sommes allés au SRIC les rencontrer et l'après-midi, ils ont été libérés. La deuxième auto-saisine concerne les 17 femmes du marché à qui on avait interdit pendant 2 semaines de ne pas. Les femmes, c'est elles qui nourrissent les familles. Si on leur demande de ne pas aller au marché, donc nous avons approché la directrice de l'EPAM qui a dit oui et qui a suspendu la sanction. Maintenant, il y a un problème entre les chargeurs, les déchargeurs et les femmes au niveau de Niamtoulou. Il y a un marché où nous sommes là-dessus. Nous les avons rencontrés. Ça n'est pas encore stabilisé parce qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente entre les protagonistes, si je peux dire ainsi. Troisième saisine, c'est les présumés malfaiteurs. Et c'est là où je dis, là c'est plus compliqué que tout en fait. Mais nous sommes là-dessus. Merci. Et un ami auditeur qui trouve que vous, Madame Nakpapolo, vous êtes une petite femme, une grande dame. Merci beaucoup. Prenez comme vous voulez. Merci Eh bien, beaucoup. vos cartons de fin d'émission, Gadiel Tonyadji. Je fais un carton rouge à tous les hommes qui violentent les femmes. Oui. Tout dernièrement, on a eu des rapports sur le plan international, sur le plan national, par rapport aux maltraitances que les hommes infligent aux femmes. L'homme ne tape pas la femme. C'est carton rouge. Eh bien, on ne tape pas une femme, mais on la cajole, on la caresse. C'est ça, Gadiel. Tout à fait. Joël Vignon-Ega. Mon carton est vert à Madame Polo. Le carton, c'est à la personne au sujet qui n'ont pas été. Donc, je n'ai pas de carton. Ok, merci de passer. Merci beaucoup. Sinon, on dirait que Madame vous a influencé pour le Non, carton. mais j'ai la même avis que la Oui, Fabrice Petchesi. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas Vous de carton, mais accompagner, hein. je prends mon temps d'antenne pour répondre à un auditeur qui avait l'impression de dire, c'est comme si on en faisait un peu trop pour les détenus quand on parle de leur réinsertion et leurs conditions de vie. Je voudrais tout simplement lui dire que c'est pas parce que quelqu'un est en prison qu'il faut le rejeter. Ce sont également des citoyens, c'est un être humain. Et comme l'a dit quelqu'un, nous sommes tous des potentiels prisonniers. On ne le souhaite pas, mais on ne le fait jamais également. D'autant plus qu'on a vu des journalistes, des ministres en prison, des chefs d'État. Au Burkina, hein, c'est Djibril Basolé, tout puissant ministre, et le général Dendigéré, tout puissant, c'est eux qui se retrouvent en prison. La prison, c'est un lieu de détention pour nous tous, éventuellement, avec toutes les prières qu'on n'y aille pas. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là,
continuons à célébrer la vie. Merci